Je me suis enfui de chez moi parce que ma mère laissait mon demi-frère adulte abuser de moi, mais maintenant, je vais en prison pour lui rendre visite et je crie très fort tout ce qu'il m'a fait, afin qu'il puisse se faire des amis là-bas. J'ai 29 ans et j'ai un demi-frère aîné, Chris, 42 ans, qui a été un cauchemar depuis le jour où ma mère a épousé son père. Un peu de contexte, nos parents se sont mariés quand j'avais 4 ans et lui 17. Ils étaient tous deux veufs. Après le mariage, nous avons déménagé aux États-Unis parce que ma mère avait la citoyenneté américaine grâce à son mariage. Je suis aussi né aux États-Unis, mais après la mort de mon père quand j'avais 1 an, ma mère et moi étions retournés vivre en Colombie. Mon beau-père a obtenu sa résidence grâce au mariage, et mon demi-frère a eu la sienne parce qu'il était mineur. Chris ne m'a jamais aimé. Mes seuls souvenirs de lui sont des souvenirs de brimades constantes. Il était souvent chargé de s'occuper de moi parce qu'il étudiait près de la maison et vivait avec nos parents, mais sa garde consistait essentiellement à m'enfermer dans la salle de bain d'amis ou dans l'abri du jardin. Il volait ma boîte à déjeuner quand il m'emmenait à l'école. Il a même commencé à faire du mal à mes animaux. J'ai un chat qui est toujours avec moi aujourd'hui, depuis presque 22 ans. Il a essayé plus d'une fois de lui rouler dessus avec sa voiture. Mes parents ne m'ont jamais cru. Il était l'enfant doré typique. Ma mère avait toujours voulu un fils plutôt qu'une fille, donc mon demi-frère passait avant moi en tout. Les brimades sont devenues de plus en plus graves et inquiétantes. Il avait une longue clé pour la salle de bain. La porte était conçue de façon à pouvoir être ouverte de l'extérieur en cas de verrouillage accidentel, à l'aide d'une tige ou d'une clé. Il s'en servait pour entrer pendant que je prenais ma douche. Parfois, mes sous-vêtements disparaissaient, et je savais très bien que c'était lui. Il a aussi commencé à me prendre en photo pendant mon sommeil. Une nuit, je me suis réveillé et il se touchait à côté de mon lit. J'ai crié, évidemment. Mes parents sont venus, mais il n'a subi aucune conséquence, c'est moi qu'on a puni pour l'avoir tenté. J'avais 14 ans, lui en avait 27. Personne ne m'a aidé, et il est devenu de plus en plus audacieux jusqu'à ce qu'il me fasse quelque chose quand j'avais 16 ans, sujet dont je parle encore en thérapie aujourd'hui. C'en est arrivé au point où j'ai appelé mon demi-frère Sam, 48 ans, le fils de mon défunt père issu de son premier mariage, pour lui demander si je pouvais vivre chez lui et sa femme, Sandy, pour mes 2 dernières années de lycée. Quand Sam a appris ce qui se passait, il a confronté ma mère. Elle s'en fichait et a simplement dit qu'il pouvait m'emmener tant qu'il ne lui demandait jamais d'argent. C'est ce qu'il a fait. Mon frère et sa femme sont devenus mes tuteurs légaux et m'ont accueilli, avec mon chat et le vieux chien de la famille, car je ne faisais confiance à personne pour garder un être vivant près de Chris, absolument personne. Mes parents ne m'ont jamais cherché. Ma famille élargie du côté paternel a appris ce qui s'était passé et s'est immédiatement mobilisée pour que je puisse finir mes études et entrer à l'université. Je ne connais pas du tout ma famille maternelle. Grâce à ma famille paternelle, y compris la première femme de mon père et sa famille, j'ai obtenu ma licence puis mon master sans dette étudiante, et je travaille aujourd'hui comme infirmière praticienne. Je vis toujours chez Sam, avec sa femme et leurs 2 enfants, et je paie un loyer symbolique. Ni Sam ni sa femme ne voulaient que je paie quoi que ce soit, mais c'est le minimum que je puisse faire pour les 2 personnes qui ont pris soin de moi pendant 13 ans. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne suis pas encore parti, c'est parce que le coût de la vie est extrêmement élevé là où nous habitons, et Sam insiste pour que je reste jusqu'à ce que j'ai assez économisé pour acheter ma propre maison. Tout allait bien jusqu'à ce que ma mère m'envoie récemment un message. Elle ne m'avait pas écrit depuis mes 18 ans, moment où elle m'avait dit qu'elle n'avait plus aucune responsabilité envers moi. Dans ce message, elle semblait excessivement gentille, disant à quel point je lui manquais et demandant de mes nouvelles. Ça m'a un peu mise mal à l'aise, mais j'ai décidé de rester poli et je lui ai raconté ce que j'avais fait depuis mon départ. Elle semblait très intéressée, car elle savait que j'étais infirmière mais pas dans quelle spécialité. Elle a commencé à me poser des questions sur mon salaire. Je ne lui ai rien dit de précis, juste que je gagnais assez pour payer mes factures. Puis ma mère a commencé à parler de Chris, disant qu'il gagnait à peine sa vie à cause de ses dettes étudiantes. Apparemment, Chris n'a jamais terminé de diplôme, il est passé d'une filière à une autre. Il travaille maintenant comme vendeur dans le commerce de voitures d'occasion de mon beau-père, mais la plupart de son salaire sert à rembourser l'énorme dette étudiante qu'il a accumulée au fil des ans. J'ai répondu à ma mère que j'étais désolé pour la situation de Chris et que je lui souhaitais bonne chance. C'est laquelle a enfin dit ce qu'elle voulait, elle m'a écrit que je devrais payer les prêts étudiants de Chris pour qu'il puisse enfin gagner l'argent qu'il mérite en tant que homme de la famille. J'ai simplement éteint mon téléphone. Quand je suis rentré à la maison, Sam était surpris, car je suis habituellement la dernière à rentrer. Sandy n'était pas encore rentrée non plus. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai montré les messages de ma mère. Je ne crois pas avoir jamais vu Sam aussi en colère. Il m'a dit de bloquer ma mère, mon beau-père et Chris si ce n'était pas déjà fait. Après avoir parlé avec Sam et Sandy, j'ai appelé mon patron pour lui demander 2 jours de congé, ce qui, ajouté à mes jours habituels, me donnait un long week-end de 4 jours. Mon patron a tout de suite accepté et m'a dit de prendre soin de moi, et de la prévenir si elle pouvait m'aider d'une quelconque manière. Mais les choses ont empiré, car le lendemain, ma mère et Chris ont décidé de venir chez Sam pour me parler. J'étais seul, car Sam et Sandy étaient au travail et les enfants à l'école.
J'ai immédiatement appelé Sam pour le prévenir. Il m'a dit de ne surtout pas ouvrir la porte et qu'il arrivait tout de suite. Ma mère a passé tout ce temps à hurler que je leur devais de l'argent pour m'avoir élevé et que mon gentil frère méritait cet argent. Chris, lui, tournait autour de la maison pour chercher une fenêtre ou une porte mal fermée. Il n'y en avait pas, car les fenêtres ont des barreaux de sécurité et les seules autres portes donnent sur le garage fermé et sur le jardin. La porte du jardin était verrouillée, et par précaution, j'ai aussi sécurisé celle du garage. Je ne vais pas répéter ce qu'il a crié quand il m'a vu à travers une fenêtre, mais en résumé, il a dit qu'ils auraient dû me jeter à la poubelle quand j'étais bébé, puisque j'étais devenue une fille dont le nom commence par un P. Il a frappé une fenêtre si fort qu'il en a fissuré la vitre. Finalement, il est retourné vers la porte d'entrée, manifestement prêt à la défoncer. Je n'avais rien à craindre, c'était une porte de sécurité, mais j'étais tout de même terrifié. Entre les cris, les menaces, les supplications et les insultes, j'ai enfin entendu Sam crier de dehors pour leur ordonner de partir. Je n'ai vu la suite que depuis la fenêtre, Sam les a pratiquement traînés hors du perron. Ils se sont éloignés jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre, mais j'ai vu ma mère et Chris devenir pâles et effrayés avant de courir jusqu'à leur voiture et de démarrer en trombe, bien au-delà de la limite de vitesse. Sam est rentré peu après et s'est immédiatement mis en mode grand frère protecteur, me demandant si j'allais bien. Il n'arrêtait pas de s'excuser et de me serrer dans ses bras. Sandy est arrivée presque immédiatement et avait l'air prête à commettre un crime. Apparemment, Sam a menacé de porter plainte pour ce que Chris m'a fait quand j'avais 16 ans. L'atout de mon frère, mon beau-père était prêt à témoigner contre son propre fils. Cela semblait suffisant pour que Chris nous laisse tranquilles, mais pas ma mère. 3 jours ont passé depuis, et ma mère n'a cessé d'envoyer des messages et d'appeler sans arrêt depuis différents numéros, tout en rassemblant un tas de personnes qui seraient soi-disant ma famille maternelle, afin de me harceler et de me réclamer de l'argent. Elle prétend que cet argent devrait légalement lui revenir parce qu'elle est ma mère, que c'est la pension alimentaire que mon défunt père ne lui aurait jamais versée. Sam m'aide à trouver un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive contre ma mère, et j'ai l'intention d'accepter l'offre de mon beau-père de témoigner pendant que je porterai plainte contre Chris. Je ne peux pas dire que je lui pardonne de ne pas avoir arrêté son fils, mais j'apprécie au moins le fait qu'il essaie maintenant. Je ne connais pas les détails, mais Chris a fait quelque chose à un membre de la famille de son père, et depuis, ils sont en très mauvais termes. J'ai accepté la proposition de mon patron et je serai encore en congé quelques jours. Mais me voilà. Mes jours de congé s'épuisent, et je crois que ma thérapeute va avoir besoin d'une thérapeute après tout ça. Heureusement, mon humour noir et le soutien de ma famille paternelle me gardent à peu près saine d'esprit. Mise à jour 1. Je ne pensais pas faire une mise à jour aussi vite, mais ma mère ne lâche pas l'affaire. À toutes les personnes qui ont été si gentilles et m'ont donné des conseils plus tôt, merci infiniment. Ça fait énormément de bien de recevoir un peu de gentillesse pendant les jours difficiles. J'ai suivi le conseil de geler mon dossier de crédit, et je vais acheter un nouveau téléphone pour un usage personnel. Je vais devoir garder mon ancien téléphone uniquement pour le travail pendant quelque temps. Maintenant, la situation, nous avançons avec les poursuites, et il est possible que nous engagions aussi une action civile pour les 2 années de pension alimentaire que ma mère me doit. Nous ne savons pas encore quelles sont nos chances, mais mon frère Sam veut tout réduire en cendres. Quant à ma mère, elle a lancé une nouvelle campagne. Elle publie des messages à mon sujet, m'accusant faussement d'avoir menti sur les abus de mon demi-frère Chris. Elle m'accuse d'être une séductrice qui aurait essayé pendant des années de coucher avec son fils, et elle a même convaincu certaines parentes, que je viens tout juste de découvrir être mes tantes, de prétendre qu'elles en ont été témoins. Je n'ai jamais rencontré ces femmes de ma vie. Mon beau-père a même commenté sa publication pour dire que ma mère mentait et qu'elle accusait son propre fils d'être un pervers. C'est ainsi que j'ai appris qu'ils s'étaient violemment disputés. Mon demi-frère s'en est pris à l'une des nièces de mon beau-père. Je ne connais pas l'âge de cette fille, mais elle doit être à peu près de mon âge, si je pense à la bonne personne. Sinon, elle est plus jeune que moi. Beaucoup de membres de la famille de mon père biologique sont également intervenus sur les réseaux sociaux pour démasquer ma mère, en disant qu'elle avait toujours prétendu être orpheline sans famille, alors que voilà soudain 3 sœurs qui apparaissent. C'est un véritable chaos, pour l'instant, je regarde tout cela de loin et je me consacre à plein temps à mon rôle de tante. Mes neveux adorent, parce qu'après les devoirs, on sort faire les fous. Mon patron m'a aidé à remplir des papiers pour un congé professionnel, et je devrais être en arrêt pendant environ 6 semaines. Ensuite, je travaillerai principalement depuis la maison pendant quelques semaines. Ce n'est pas la meilleure mise à jour, et honnêtement, rien de tout cela n'est agréable. Mais au moins, je passe du bon temps avec les enfants. Ah, j'allais oublier, non, il est très peu probable que ma mère ait une relation sexuelle ou amoureuse avec mon demi-frère. Certaines personnes l'ont suggéré, mais ce n'est pas le cas. Ma mère a toujours voulu un garçon, j'ai été une déception parce que j'étais une fille. Elle traite mon demi-frère comme s'il était son fils biologique, et je pense qu'elle l'aime sincèrement comme une mère. Elle m'a d'ailleurs souvent répété à quel point ma naissance avait été une déception pour elle. Mise à jour 2. J'espère que le titre respecte les règles. On m'a conseillé de publier ici pour donner un peu plus de contexte, mais je ne savais pas trop par où commencer. Ma mère est devenue veuve quand j'avais 1 an.
Mon père biologique était beaucoup plus âgé qu'elle, elle était sa deuxième épouse, avec plus de 20 ans d'écart entre eux. Par la suite, elle a épousé son amoureux d'enfance et a adopté son fils de 17 ans. Mon père était américain, ma mère colombienne. Je suis né aux États-Unis, puis nous sommes repartis vivre en Colombie pendant quelques années avant de revenir aux États-Unis quand j'avais 4 ans. Toute ma vie, ma mère n'a cessé de se plaindre du fait que j'étais une fille. Elle disait des choses comme « Si tu avais été un garçon, on aurait peut-être eu plus de choses de ton père » ou encore « Les filles ne servent à rien ». Pour elle, je n'étais que la fille à problème. Elle a gardé mon héritage et l'a gaspillé, principalement pour acheter des choses à mon demi-frère. Quand elle recevait des invités, elle me présentait en plaisantant en disant que j'avais ruiné son corps et que ça n'en valait même pas la peine, puisque j'étais une fille. La plupart de ses amis pensaient que j'avais une déficience intellectuelle à cause de ses mensonges, elle disait que j'étais lente. Elle expliquait souvent que c'était à cause de mon sexe, disant que, puisque j'étais née fille, j'étais forcément inférieure. Pendant les vacances, elle me laissait avec une babysitter. J'étais trop difficile, une fille à problème qui risquait de tout gâcher pour son gentil fils. Nous n'avons qu'une seule photo de famille, prise quand j'avais 5 ans. Si j'achetais quelque chose de joli avec mon propre argent, ma mère me le confisquait s'il s'agissait de maquillage ou de vêtements, en disant que je n'étais pas assez jolie ou digne d'avoir de si belles choses. Je devais rester sans maquillage, car cela me permettrait de trouver plus facilement un emploi à la fin du lycée. Elle n'avait aucune intention de me laisser aller à l'université, mais le pire, c'est qu'elle ne m'a jamais protégé. Mon demi-frère est un prédateur. Au début, il se contentait de me maltraiter. Il volait ma nourriture, m'enfermait dans des endroits sombres. Cependant, lorsque j'ai atteint la puberté, il a commencé à faire des choses encore pires. Il m'observait quand je prenais ma douche, même si je verrouillais la porte, il volait mes sous-vêtements, il me regardait pendant que je dormais. Ma mère me reprochait d'avoir tenté son pauvre et gentil fils. Mon demi-frère et sa femme m'ont sauvé. Ils m'ont recueilli à l'âge de 16 ans, m'ont élevé et ont payé mes études universitaires avec l'aide de ma famille paternelle. Même la première femme de mon père m'a aidé et a toujours été gentille avec moi. Elle est plus une mère pour moi que ma propre mère. Mise à jour 3. Eh bien, ce sera peut-être ma dernière mise à jour concernant le désastre avec ma mère et mon demi-frère, puisque nous commençons enfin les démarches judiciaires, mais au moins, j'ai enfin pu en rire un peu. Dans mes publications précédentes, je n'ai pas beaucoup parlé de mon père biologique. Il est mort quand j'avais 1 an, donc je ne l'ai jamais vraiment connu. Je n'ai qu'une seule photo de lui me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Je le connais surtout à travers les histoires racontées par sa famille. Ce que je sais, c'est que c'était un homme qui avait des ressources. Il possédait de nombreux biens qu'il avait soigneusement répartis dans son testament. Pas au point que je n'ai jamais besoin de travailler, mais suffisamment pour que je puisse vivre confortablement tant que je travaillais et gérais mon argent intelligemment. Je ne savais pas qu'il avait pris soin de me laisser quelque chose. Mon demi-frère Sam ne le savait pas non plus, puisqu'il est le fils de la première épouse de mon père, et que moi, je suis la fille d'une relation extra-conjugale qui est ensuite devenue un second mariage. D'après ce que je savais, tout ce que j'avais hérité avait été dépensé par ma mère pour son fils prédateur, Chris, qu'elle a toujours préféré à moi. C'est lui qui m'a fait subir des abus quand j'étais enfant. Et selon les mots de ma mère, les filles n'ont pas besoin d'héritage, elles n'ont qu'à épouser un vieux riche, comme je l'ai fait. Eh bien, puisque ma mère et Chris m'ont harcelé ces derniers temps, nous sommes allés, avec l'avocat de mon père, récupérer certains documents dont nous avions besoin pour la procédure judiciaire que nous préparons. C'est un homme âgé très gentil, qui ressemble même un peu à mon père, et qui était aussi son meilleur ami. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a accueilli avec un câlin et m'a dit qu'il était heureux de me rencontrer enfin. Sa femme était là aussi, elle m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il fallait absolument que je vienne dîner chez eux. En discutant, nous avons découvert que ma mère falsifiait des reçus pour retirer de l'argent de mon fonds fiduciaire. Beaucoup d'argent. Une partie provenant même de la période où j'étais sous la tutelle de Samedi. Et elle n'est même pas la gestionnaire du fonds, elle devait fournir des justificatifs pour chaque dépense. Elle envoyait de faux reçus à mon nom, prétendant que j'étais encore à la faculté de médecine. Or, j'ai terminé mes études universitaires en 2021. Eh bien, sa bulle a éclaté, et maintenant elle a de gros ennuis. Parce qu'il s'agit de fraude, et que ce n'est plus vraiment à moi de décider si je veux porter plainte. Elle me déclare comme personne à charge sur ses impôts, alors que l'avocat de mon père l'a remboursé pour ses dépenses. Il m'a dit qu'il n'y avait tout simplement aucun moyen de garder cela dans le domaine civil. Il a dû contacter l'IRS, le fisc américain, et la police. Et pour couronner le tout, elle utilisait mon numéro de sécurité sociale pour faire des choses illégales. Merci à ceux qui m'avaient conseillé de geler mon crédit. Vous m'avez littéralement sauvé. Je ne publierai probablement plus rien avant un bon moment. Je vais être extrêmement occupé. Je suis mentalement épuisé par tout ce qui s'est passé. Je n'aurais rien fait au sujet de la façon dont ma mère a utilisé mon fonds si elle m'avait laissé tranquille. Je ne l'aurais même jamais su, car le fonds était conçu pour que j'en prenne le contrôle une fois marié ou diplômé. Et comme j'ignorais son existence, je n'avais jamais envoyé les documents nécessaires pour en assumer la gestion.
Elle aurait pu le vider complètement si elle s'était contentée de me laisser tranquille et de continuer à envoyer de fausses informations. Je suis maintenant en train de récupérer ce qu'il reste de mon fonds. C'est une belle somme, probablement suffisante pour acheter une maison ou un appartement si je la combine avec mes économies, tout en me laissant assez pour investir ou faire d'autres choses en sécurité. Peut-être que j'attendrai un peu avant d'acheter quoi que ce soit. Je ne sais pas encore si c'est sûr, puisque ma mère possède toujours mon numéro de sécurité sociale. Je pourrais abandonner la poursuite civile, mais je ne le ferai pas. Le volet criminel, lui, n'est plus entre mes mains. Comme le dit si bien tout individu doté de 2 neurones, ne plaisantez jamais avec le fisc. Mise à jour 4. Ceci est plus une décharge émotionnelle qu'une véritable mise à jour. Les choses ne font que commencer sur le plan judiciaire, donc je n'ai pas grand-chose de nouveau à partager. C'est juste personnel, parce que je viens de rentrer chez moi après que ma mère m'a harcelé dans un bar. C'était amusant. J'avais décidé de sortir avec des amis pour une soirée entre filles. Mon demi-frère Sam et sa femme Sandy insistaient depuis un moment pour que je sorte un peu. Nous sommes allés dans un bar local. Je suis resté sur un tabouret près du comptoir, car je suis très introverti, mais j'aime bien regarder mes amis s'amuser. Je me contentais donc de boire et de discuter avec le barman. Eh bien, ma bonne humeur s'est envolée quand j'ai vu ma mère, heureusement seule, s'approcher de moi. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras et a commencé à pleurer, disant à quel point je lui manquais et à quel point j'avais changé. J'ai essayé de me dégager de toutes mes forces, mais elle a commencé à faire une scène. Elle s'est mise à supplier qu'on se réconcilie, disant qu'elle était désolée que j'aie mal interprété l'affection de mon demi-frère, que tous deux m'aimaient et voulaient que je revienne vivre avec eux. Elle criait, et tout le monde me regardait. Certains semblaient même avoir pitié d'elle, et quelques personnes m'encourageaient à la prendre dans mes bras. C'était embarrassant et profondément dérangeant. J'ai craqué et je lui ai dit de me laisser tranquille, puis je suis parti. Mais ça n'a fait qu'empirer, car elle m'a suivi avec 2 ou 3 inconnus qui m'appelaient idiote et fille ingrate. Elle n'arrêtait pas de jurer que Chris m'aimait vraiment et qu'il voulait qu'on soit à nouveau une famille. Elle a même dit que j'étais tellement belle qu'il n'avait pas pu se retenir quand il m'avait abusé, elle a dit quand il a fait l'amour avec toi. J'étais mineur quand il m'a agressé, il avait presque 30 ans. J'ai commencé à pleurer et à crier pour qu'elle me laisse tranquille. Heureusement, l'une de mes amies les plus sensées a appelé Sam, qui est arrivé très vite. Il a chassé ma mère et m'a ramené à la maison. Je suis maintenant sûr à 100% que je ne veux plus sortir de chez moi. Pour ceux qui se demandent pourquoi je n'appelle jamais la police, j'ai appelé la police depuis l'âge de 11 ans pour signaler des abus. À 16 ans, j'ai signalé ce qu'ils m'avaient fait. Ils ont pris son parti, et depuis, je n'ai plus confiance. Je crois sincèrement que la police ne se soucie pas des victimes d'abus sexuels. J'écris simplement ceci pour me vider le cœur. Ma thérapeute n'est pas disponible, alors Reddit est le meilleur exutoire que j'ai trouvé pour l'instant. Mise à jour 5. Salut, cela fait un moment. Désolé pour le silence. Certaines personnes ont demandé des nouvelles, mais les choses étaient assez calmes jusqu'à ce week-end, donc je n'avais rien à raconter. Ce week-end, une fois de plus, ma mère a décidé de me harceler, cette fois sur mon lieu de travail. Je travaillais depuis chez moi sur des tâches administratives pour la clinique où je travaille, je suis infirmière praticienne, puisque j'avais pris des fonctions de bureau afin de pouvoir travailler à domicile quand le désastre avec ma mère et Chris a commencé. Depuis, cette période est terminée et j'ai repris le travail à la clinique, en consultation avec les patients. Le samedi a été calme. Mais dimanche, j'ai remarqué le nom d'une patiente dont le prénom était le même que celui de ma mère, même si le nom de famille était différent. Le prénom de ma mère est très particulier, un peu vieillot, et je ne l'ai rencontré que 2 fois dans ma vie. Bien sûr, il y a une grande communauté latino là où je vis, donc j'ai d'abord supposé que c'était quelqu'un d'autre. Mais non, c'était bien ma mère, utilisant un faux nom de famille. Quand je l'ai vue, j'ai immédiatement appelé ma patronne. Elle connaît la situation et a tout de suite demandé à ma mère de bien vouloir quitter les lieux. Cela peut sembler controversé, donc je précise, elle était venue pour un simple examen de routine, pas pour un traitement vital. Elle n'a pas été refusée pour des raisons discriminatoires, mais parce que moi, en tant que membre du personnel, je me sentais en danger en sa présence. Il existe de nombreuses autres cliniques à différents tarifs, et toutes acceptent de nouveaux patients, donc elle peut très bien se faire soigner ailleurs. C'est autorisé par la loi de l'État. Si elle avait été en détresse respiratoire ou dans une urgence manifeste, nous n'aurions pas pu lui demander de partir. Ma mère, bien sûr, a fait un scandale, exigeant que moi, en particulier, je m'occupe d'elle. Ma patronne, heureusement, ne s'est pas laissée intimider et a simplement insisté pour qu'elle parte, sinon la police serait appelée. Après une longue dispute, que j'ai pu voir sur les caméras de sécurité, puisque tout s'est passé dans la salle d'attente, ma mère a fini par jeter une lettre à la figure de ma patronne avant de quitter les lieux furieuse. Elle a même bousculé une femme qui entrait, mais heureusement, personne n'a été blessé. Ma patronne m'a apporté la lettre, m'a dit qu'elle ferait en sorte de ne pas m'attribuer de patiente portant le même prénom que ma mère, puis est repartie voir la réception. J'ai pris une pause et décidé de lire la lettre, surtout pour voir si elle pouvait être utilisée dans le dossier de mon ordonnance restrictive. Voici ce que disait la lettre, traduite au mieux.
Ma chère fille, cela me fait tellement de peine que tu refuses de me parler. Je t'aime tant et tout ce que je veux, c'est retrouver les années que nous avons perdues. Tu es tout ce qu'il me reste de ton père, que j'ai profondément aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de malentendus avec Chris. Lui aussi t'aime énormément et aimerait que tu lui donnes une chance de te le prouver. Il n'a jamais cessé de dire à quel point tu es belle et combien il aimerait que vous passiez plus de temps ensemble. Il t'adore vraiment et j'aimerais que tu prennes davantage en compte ses sentiments. Il m'a même demandé de te convaincre de l'épouser, et je pense que c'est une idée merveilleuse. Ton père, ton beau-père, et moi allons probablement divorcer, et ce serait la solution parfaite pour que Chris, toi et moi restions une famille. Il ne cesse de parler du bébé que vous pourriez avoir ensemble et qu'il voudrait élever avec toi. Dis-moi quand tu veux qu'on aille choisir ta robe de mariée. Je t'aime, ma chère. Je vais partager ici quelques précisions personnelles, je ne peux pas avoir d'enfant. Après l'agression de Chris, j'ai eu des complications médicales qui m'ont rendu stérile. Ma mère le sait, Chris le sait, la police le sait. Ils ont tout classé comme une relation consentie et, comme j'avais 16 ans, l'âge légal du consentement, ils n'ont rien fait. J'ai montré cette lettre à mon avocat, et il l'a ajoutée au dossier de preuve pour mon ordonnance restrictive. Il n'y a toujours pas de date d'audience, et la police ne considère pas mon cas comme assez dangereux pour justifier une ordonnance temporaire. Heureusement, un policier prend l'affaire très au sérieux et a été incroyable. Le problème, c'est que la plupart des autres ne semblent pas s'en soucier, ou sont trop débordés pour y accorder du temps. Eddie, j'ajoute ceci, car cela ne fait que 3 jours, et ça me semble idiot de créer un nouveau poste. Chris a été arrêté. Apparemment, il a enlevé une petite fille de 2 ans, la fille de son cousin. L'enfant a été retrouvée saine et sauve, d'après ce que j'ai entendu. Je suis soulagé qu'elle n'ait pas été portée disparue longtemps, qui sait ce qu'il comptait lui faire. Si j'en apprends davantage, je le partagerai. J'essaie d'utiliser cet événement pour obtenir enfin cette ordonnance restrictive temporaire. Eddie 2, la police n'a jamais cru que j'étais victime d'abus. Principalement parce que ma mère et mon beau-père couvraient Chris et me présentaient comme une enfant difficile. Quand j'ai dû aller à l'hôpital à 16 ans, le personnel, qui, lui, m'a cru, a appelé la police, mais ils ont simplement classé l'affaire comme relation consentie et m'ont réprimandé pour fausses accusations. Mise à jour 6. Ma mère continue d'être le fléau de ma vie. Cela fait environ un mois depuis la dernière fois que j'ai dû la gérer, et me voilà de nouveau face à ses délires. Ma mère fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Chris, de son côté, est toujours en prison pour avoir kidnappé la fille de 2 ans de son cousin. Et maintenant, la nouvelle absurdité de ma mère, elle me harcèle pour que je paie la caution de Chris. Déjà, je n'arrive pas à croire qu'il ait droit à une caution après avoir enlevé un bébé. Elle est fixée à 25 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais honnêtement, je trouve inquiétant que ce ne soit que ça. J'essaie d'obtenir une ordonnance restrictive contre Chris et ma mère. Celle contre Chris a de bonnes chances d'être accordée. Celle contre ma mère? Malgré tout son harcèlement, ni la police ni les avocats ne la considèrent comme un danger pour moi. Donc je dois encore supporter que ma mère essaie de me parler sur le parking de la clinique où je travaille, ou qu'elle vienne frapper à la porte de chez moi. Ses sœurs, que j'ai rencontrées adultes et dont j'ignorais même l'existence, s'y sont mises aussi. Sam et sa femme disent que tout va bien et que je ne devrais pas m'inquiéter, mais je sais que tout cela les affecte. Je m'inquiète aussi pour leurs enfants, 2 garçons, qui sont exposés à toute cette folie. Alors, malgré les assurances de Sam disant que tout allait bien, je me suis temporairement installé dans un hôtel, le temps de trouver un petit appartement à louer à bas prix. Certaines personnes m'ont suggéré de devenir infirmière itinérante, et bien que j'y réfléchisse, je ne veux pas m'éloigner de Sam et de sa famille, car ils sont mon seul véritable soutien. Le problème, c'est que ma mère a réussi à me retrouver dans le premier hôtel où je séjournais et a découvert mon numéro de chambre. Elle a frappé violemment à la porte alors que je me préparais pour aller travailler. Quand j'ai ouvert pour lui dire de partir, elle m'a giflé, puis a commencé à me frapper et à me griffer, en hurlant que c'était de ma faute si son gentil garçon avait été arrêté par la police, et que je devais payer sa caution. Ma mère n'est pas très forte physiquement, mais j'étais sous le choc face à cette attaque soudaine. Par chance, le personnel d'entretien faisait sa ronde à ce moment-là et a appelé la sécurité pour la retenir. La sécurité a contacté la police. Ils ont emmené ma mère, mais apparemment, ils l'ont relâchée avec un simple avertissement. Une fois remise, j'ai mis fin à mon séjour dans cet hôtel et j'en ai réservé un autre. Je suis quand même allé travailler, principalement pour faire examiner mes blessures. Ma patronne a tout découvert pendant qu'elle m'aidait à traverser une crise de panique et nettoyer les égratignures que j'avais au cou. Après lui avoir tout raconté, elle m'a dit qu'elle possédait une maison qu'elle louait pour arrondir ses fins de mois. Actuellement, elle la loue à des étudiants, mais à la fin du semestre, elle ne la proposera plus comme logement étudiant et me l'a offerte à la location. C'est une petite maison avec un jardin qui accepte les animaux, donc je pourrais y emmener mon chat. Elle veut aussi que je commence à faire du covoiturage avec une de mes collègues, une infirmière à l'allure intimidante, mais qui est en réalité le plus gentil des nounours. Je suis allé à la police pour signaler l'agression de ma mère, mais une fois de plus, malgré les photos de mes blessures, tout a été classé comme affaire familiale,
puisque ma mère est plus âgée et qu'ils estiment qu'elle ne représente pas un vrai danger. Ils m'ont même fait la leçon sur le besoin d'une thérapie familiale. Mon avocat m'a seulement conseillé de respirer profondément et de continuer à documenter chaque incident. Il m'a dit qu'à la fin, ce serait nous qui ririons les derniers. Je l'espère sincèrement. Quant à la façon dont ma mère a obtenu mon numéro de chambre, la réceptionniste le lui a donné après que ma mère a fait une scène, prétendant que j'étais suicidaire et qu'elle avait peur que je me tue après l'arrestation de mon fiancé sur de fausses accusations. Fausse histoire, évidemment. Oui, c'est un mensonge total, et mon avocat est déjà en contact avec la direction de l'hôtel à ce sujet. Ma chère mère est aussi retournée sur les réseaux sociaux pour raconter que je l'avais attaquée alors qu'elle venait s'assurer que j'allais bien après que Sam m'aurait mise à la porte. Une fois encore, cela s'est transformé en guerre ouverte entre la famille de mon père et celle de ma mère. J'ai publié les photos de mes blessures et mon propre récit de ce qui s'est passé. Je suis épuisé. Tout cela affecte mon travail, et bien que ma patronne soit formidable et extrêmement soutenante, je sais que cette situation n'est pas saine pour moi. Sam et sa famille me manquent, mon lit me manque, ma paix me manque. Je n'ai jamais voulu revoir ma mère ni Chris après avoir quitté cette maison. Eddie, pour ceux qui m'ont conseillé de vérifier ma voiture pour des AirTags, vous aviez raison. Il y en avait un caché sous le châssis. Je n'ai aucune idée de la façon dont ils l'y ont mis. Il était recouvert de plusieurs couches de ruban adhésif, assorti à la couleur, ce qui le rendait presque invisible. Mise à jour 7. Je suis enfin heureuse d'annoncer que, la nuit dernière, ma mère a été arrêtée pour fraude fiscale et vol qualifié lié à mon héritage. Cela faisait environ 6 mois que j'attendais ce moment, et c'est enfin arrivé. 6 mois de harcèlement, d'abus et de peur, mais en cet instant précis, je me sens incroyablement soulagé. Je devrais peut-être témoigner à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Je suis prête à être débarrassée d'eux, une bonne fois pour toutes. Comme plusieurs me l'avaient conseillé, quelqu'un avait même fait une liste détaillée de recommandations, je suis en train d'obtenir une ordonnance restrictive temporaire et aussi un nouveau numéro de sécurité sociale. Je suis également de retour chez mon demi-frère Sam et sa famille. Il se trouve que l'un de leurs voisins vend sa maison, alors je croise les doigts pour pouvoir l'acheter. Je suis tellement soulagé. 6 mois de douleur et de chaos. Je ne baisserai pas la garde, mais quelques semaines de paix seront déjà un immense cadeau. Ma mère m'a appelé 2 fois depuis la prison. La première fois, c'est allé sur la messagerie vocale, où elle exigeait que je retire les charges, ce que je ne peux pas faire, puisque c'est du ressort de l'IRS. La deuxième fois, j'ai répondu. Elle me suppliait de ne pas l'abandonner. Ça m'a fait un bien fou de simplement lui dire au revoir et de raccrocher. Bonne chance à celui ou celle qui finira par être son avocat. C'est le singe volant, mes tantes m'envoient toujours des messages et des emails, mais je peux vivre avec le fait de les bloquer. Ce sont des étrangères pour moi, donc ce n'est plus aussi épuisant émotionnellement. Encore une fois, aussi cliché que cela puisse paraître, je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont soutenu et conseillé. S'il y a du nouveau, je reviendrai le partager, mais pour l'instant, je retourne volontiers dans l'ombre. Mise à jour 8. Salut tout le monde, cela fait quelques mois, et comme certains demandaient des nouvelles, je voulais juste confirmer que je vais bien. Pour commencer, quelques nouvelles, ma mère pourrait être expulsée. Il s'avère qu'elle n'a jamais obtenu la citoyenneté américaine, elle n'était que résidente, donc elle risque l'expulsion au lieu d'une peine de prison. L'un ou l'autre me convient très bien. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était juste avant Noël, par l'intermédiaire de certaines de ses amies, désormais anciennes amies, qui sont venues me demander pourquoi je l'avais accusée de fraude fiscale. Elle pensait que ma mère m'envoyait de l'argent chaque mois parce que j'étais une ratée de l'université. Il m'a fallu 10 minutes pour rétablir la vérité. Apparemment, avoir son diplôme encadré au mur règle très vite les malentendus sur qui était la vraie parasite. Les sœurs de ma mère sont infernales sur les réseaux sociaux. Elles m'accusent de tout, disant que c'est ma faute si le nom de famille est traîné dans la boue. Honnêtement, je prévois de changer de nom de famille pour ne plus être associé à elle. Je l'ai annoncé publiquement, ce qui, évidemment, n'a fait qu'empirer les choses. Elles sont même allées jusqu'à faire appeler un prêtre catholique pour me dire qu'il était inquiet de ne pas me voir honorer ma mère comme une bonne chrétienne. J'aurais aimé voir sa tête quand je lui ai dit que j'avais décidé de me convertir au bouddhisme. Total mensonge, je suis parfaitement agnostique. Rien contre lui, bien sûr, je suis sûr que mes tantes lui avaient raconté des mensonges. J'ai aussi décidé de rendre visite à Chris en prison. C'était plus pour ma satisfaction personnelle qu'autre chose. Un dernier va te faire foutre, si vous voulez. Il n'a jamais pu payer sa caution, donc il est resté en prison jusqu'à son procès, prévu pour janvier, si je me souviens bien. Vive les lenteurs judiciaires. Quand il m'a vu, il m'a appelé m'a vidé et a essayé d'être affectueux. J'ai été une vraie garce et j'ai amené mon petit ami avec moi. Vous vous souvenez de ma collègue, le grand infirmier qui paraissait intimidant mais qui était en fait un nounours? Eh bien, il s'est passé des choses, et nous sommes ensemble maintenant. J'ai dit à Chris que c'était la dernière fois que nous parlerions. J'ai crié très fort qu'il était un bâtard et un pédophile. Je lui ai dit qu'il était un monstre pour avoir kidnappé un bébé et que Dieu seul sait quelle pensée malade il avait pour cet enfant. J'ai aussi appris que la cousine qui l'avait agressé était plus jeune que moi. Je l'ai confronté,
en lui disant qu'il était un trentenaire qui avait touché une fillette de 9 ans. Il a commencé à pleurer, disant qu'il était malade mais que mon amour pourrait le guérir. Je lui ai dit que j'aimais déjà quelqu'un et que c'était la dernière fois que nous échangerions le moindre mot. Je voulais seulement qu'il me voie vivre sainement, dans une relation équilibrée, malgré les années d'abus qu'il m'a fait subir. J'ai aussi juré que je m'assurerais que la cousine qu'il a agressée ait une belle vie. Je suis parti après cela, et je suis presque sûr que les autres détenus ont tout entendu. J'ai vu un gardien jurer et appeler des renforts pour escorter Chris. Il m'a lancé un regard fatigué en passant, j'ai presque eu pitié de lui pour le travail supplémentaire que je lui ai donné. Je suis resté en contact avec la cousine de Chris, comme je l'avais promis. Elle a à peu près l'âge que j'avais quand Chris m'a agressé pour la première fois. Heureusement, dans son cas, ça ne s'est pas allé aussi loin. Sa mère a été adorable et nous soutient dans cette communication. Je leur ai dit que si elles avaient besoin d'aide, émotionnelle ou financière, elles pouvaient m'appeler. J'ai précisé que cette aide concernait leur famille, sauf mon ex-beau-père et Chris. Elles ont été très gentilles avec moi et se sont excusées de ne pas avoir vu ce qu'il se passait. Je ne leur en veux pas, nous ne nous croisions presque jamais. Concernant la maison que je voulais acheter, malheureusement, je ne l'ai pas eue. Mais ce n'est pas grave. Depuis que j'ai commencé ma nouvelle relation, j'ai décidé de ne pas précipiter les grandes décisions. Je me mettais trop de pression, et puis, c'est ma première vraie relation sérieuse. Une triste nouvelle, cependant, mon chat de 23 ans, si elle a vraiment atteint cet âge, que Dieu la bénisse, est décédée. Elle avait une forme agressive de cancer de la bouche, et elle s'est dégradée en quelques jours. Après mûre réflexion, j'ai décidé de la laisser partir. Je ne pouvais pas supporter de voir ma meilleure amie souffrir ainsi après 20 ans ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles je suis reconnaissante de vivre encore chez Sam et sa famille. Mes neveux ont été mon plus grand soutien pendant ce deuil. Et sans vouloir aller trop vite, mais avec la permission de mon petit ami de partager ceci, j'apprends aussi à prendre un rôle plus maternel. Mon petit ami est père célibataire d'une adorable petite fille de 4 ans. Sa mère est décédée quand elle était bébé, donc je suis la première figure féminine stable dans sa vie. On ne se précipite pas dans le rôle de maman, pour elle, je suis simplement l'ami de papa. Elle s'est attachée à moi très vite, et j'adore passer du temps avec elle. Elle m'a même fait un dessin de mon chat avec des ailes d'ange pour que je me souvienne qu'elle veille sur moi depuis là-haut. J'avoue, j'ai pleuré. Alors oui, la vie est plus ou moins redevenue normale. Des bonnes nouvelles, des mauvaises, un peu des deux. J'apprends ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui m'aime et me respecte vraiment. Dans l'ensemble, je vais beaucoup mieux.